La peur en auto. 15 août 1967. Les Calhoun rentrent de 10 jours de vacances en Floride, direction Philadelphie. Buster Calhoun, 21 ans, et Olivia Calhoun, 19 ans, sont le type même du jeune couple américain sans histoire. Ils se sont mariés l'année précédente et Olivia est enceinte de 3 mois. Ce sont leurs premières vacances ensemble. Ils rentrent des plages du Sud avec une provision d'enthousiasme. Enthousiastes, d'ailleurs. Ils le seraient sans cela. Ils partagent l'engouement des jeunes gens de leur génération pour la nature, les hippies, la non-violence. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Telle est un peu la philosophie de Buster et Olivia Calhoun. Et qui pourrait le leur reprocher? Au volant de leur vieille Chevrolet d'occasion, Buster roule depuis le début de la matinée. Le soir est venu, et ne se sentant pas encore fatigué, il a décidé de continuer. Il est 2 heures du matin. Pour rompre la monotonie de l'autoroute, il a décidé de bifurquer sur une voie secondaire. C'est alors qu'il distingue dans les phares une silhouette qui fait des signes. Il ralentit. C'est un autostoppeur, un jeune homme chevelu et barbu, avec un sac à dos, un hippie, comme il y en a tant, surtout à cette époque, sur les routes américaines. Buster Calhoun, malgré son visage un peu enfantin et son regard habituellement candide, a une expression soucieuse. On ne va pas le prendre. À cette heure-ci, ce ne serait pas prudent. Olivia se tourne vers lui. Elle aussi a des allures de collégienne, mais elle affiche un petit air autoritaire. On sent, pour elle, que c'est elle qui commande. Déjà. Alors, ah non, ce serait trop moche de le laisser tomber. Buster Calhoun s'arrête donc à la hauteur de l'autostoppeur. Olivia baisse la vitre. Où allez-vous? Le jeune homme répond laconiquement. Vers le nord. Elle lui fait signe de monter et Buster démarre. Le passager, installé sur la banquette arrière, ne dit rien. C'est Olivia qui doit entamer la conversation. Comment vous appelez-vous? La voix est légèrement ironique. Qu'est-ce que cela peut te faire? Un nom. Appelez-moi Mac. Cela devrait être suffisant entre nous. Surprise par l'étrangeté de la réponse, Olivia Calhoun se retourne. Non, l'homme n'est pas fait pour inspirer confiance. Il est sale, très sale. Il a dû marcher longtemps avant de monter dans la voiture. Mais c'est surtout son regard qui met mal à l'aise. Un regard fixe et difficilement soutenable. Pour tout dire, un regard de fou. La jeune femme se retourne vers son mari. Elle remarque que ses mains tremblent légèrement sur le volant. Olivia Calhoun ferme les yeux. Que peuvent-ils faire maintenant qu'il est assis derrière eux? À part espérer que rien de désagréable ne va leur arriver. Sur la banquette arrière de la vieille Chevrolet, il y a un bruit caractéristique. L'autostoppeur fouille dans son sac. Ni Buster, ni Olivia Calhoun n'osent se retourner. Et l'instant d'après, c'est le drame. Buster sent sur sa nuque un contact métallique. Olivier jette un coup d'œil et pousse un cri strident. Le hippie s'adresse au conducteur. « Tu sais ce que je tiens, mon gars ?»« Oui, Mac, c'est un revolver. » L'autre a un rire subite. « Très bien, ça. Mac, appelle-moi Mac. C'est parfait. » Buster Calhoun parle sans cesser de regarder devant lui. « Écoutez, Mac, nous ne voulons pas d'ennui. Ma femme attend un bébé. Si c'est un hold-up, prenez l'argent dans ma poche et laissez-nous seuls. » Mac fait jouer son revolver sur la nuque du conducteur. « Non, ce n'est pas un hold-up, mon gars. C'est plus que cela. En fait, j'ai besoin de cette voiture. » Eh bien d'accord, prenez-la et partez.
Le jeune bandit a un rire sarcastique. Petit malin, tu n'as pas vu la circulation qu'il y a? Si je vous laisse, la première voiture vous prendra et j'aurai les flics sur le dos avant même d'avoir fait 20 miles. Non, tu vas conduire doucement. Dès que tu rencontreras un petit chemin un peu tranquille, tu le prendras. Et là, on verra tous les trois. Le petit chemin se présente très vite. Trop vite. Sur un signe de Mac, la Chevrolet, après avoir parcouru 200 mètres, s'immobilise. Il fait nuit noire. On est au milieu d'une forêt. Le vent souffle dans les arbres. Mac ouvre sa portière. Descendez. Le jeune couple obéit. Il y a une corde dans cette bagnole? Buster fait oui de la tête. Eh bien, va la chercher. Je vais vous attacher tous les deux à un arbre et vous laisser là. Et c'est alors qu'Olivia Calhoun a une réaction absurde. Comme toutes celles qui sont dictées par la panique d'ailleurs. Cette forêt, l'obscurité, la perspective de se retrouver attachée à un arbre, c'est plus fort qu'elle. Elle ne peut pas. Pourtant, c'était la délivrance. Tout juste un mauvais moment à passer et ils étaient débarrassés de ce fou dangereux. Mais Olivia ne raisonne pas. Elle se met à pleurer, à hurler. « Non, je ne veux pas, je ne peux pas, j'ai peur !» Le jeune hippie la regarde sans rien dire. Il semble réfléchir. Il l'interrompt brusquement. « Merci, ma jolie. Merci de m'avoir empêché de faire une bêtise. Avec la voix que tu as, tu aurais vite ameuté tout le quartier et les flics ne m'auraient pas loupé. » Il pointe son revolver vers l'arrière de la voiture. « Allez, oust, dans le coffre !» Olivia Calhoun a retrouvé ses esprits. Elle a compris l'erreur qu'elle vient de commettre, mais c'est trop tard. Sous la menace de l'arme, elle doit entrer dans le coffre. Elle se recroqueville. Le bandit referme à clé. Et cette fois, c'est vraiment le début du cauchemar. À travers la tôle de la voiture, la femme perçoit des cris, puis un bruit de lutte. Elle est certaine de ce qui va arriver. Si Mac l'a fait entrer, elle, seule dans le coffre, c'est qu'il lui réserve un sort bien plus terrible à Buster. Elle s'attend à tout instant à attendre une détonation. Mais rien ne vient. C'est au contraire le coffre qui s'ouvre brusquement. Le jeune bandit jette alors un corps inanimé. C'est celui de son mari. « Tiens, voilà de la compagnie !» Et le coffre se referme à nouveau. Olivia est terrifiée. Elle appelle « Buster !» Aucune réponse. Est-ce qu'il l'a tué? Non. Elle palpe sa poitrine, son cœur bat. Mais en passant ses mains sur son visage, elle sent un liquide chaud. Buster a la tête en sang. Il est assommé et inconscient. La voiture démarre brutalement. Olivia se tasse dans une position inconfortable au possible. Heureusement que le coffre de la Chevrolet est grand. C'est sûr que c'est pas un coffre de 4L. Mais à deux, ils vont finir par mourir asphyxiés. Parce que le coffre est particulièrement étanche. Si toutefois, le fou qu'ils ont pris en autostop, évidemment, ne les liquide pas avant. 2 heures entières s'écoulent avant que Buster se manifeste. Il grogne confusément. « J'ai mal. Où sommes-nous » ? « Dans le coffre de la voiture. Il nous a enfermés, il faut faire quelque chose. » Depuis qu'elle est auprès de son mari inconscient, Olivia Calhoun aurait évidemment pu tenter d'agir elle-même, mais comme beaucoup de personnes, le danger la paralyse. Elle est incapable de la moindre initiative. Si Buster n'était pas revenu à lui, elle aurait été probablement perdue. Buster Calhoun dit d'une voix douloureuse « Il y a une trousse à outils dans le coffre. »
Et à tâtons, le couple se met à chercher. C'est Olivia qui la trouve. Elle la donne à Buster, qui se met en devoir d'extraire le tournevis. Il explique à sa femme. « Je vais soulever le capot. Ce sera difficile, mais je pense y arriver au moins un instant. À ce moment, tu passeras tes doigts et tu les bougeras pour attirer l'attention d'une voiture derrière nous. » Olivia Calhoun se sent un peu mieux. Pour la première fois, elle a un léger, un intime espoir. « Bien, Buster, allons-y. » »« Non, pas tout de suite. Nous roulons trop vite. Nous sommes sur l'autoroute. Les voitures qui se suivent de trop loin. Attendons d'être dans une ville ou dans un embouteillage. » Un quart d'heure se passe encore. Enfin, la vitesse diminue. La Chevrolet s'arrête, repart. On perçoit à l'extérieur quelques coups de klaxon. Buster Calhoun pointe le tournevis vers l'ouverture du coffre. « Tu es prête ? Allez, j'y vais. » Poussant de petits cris pour s'encourager, le jeune homme s'attaque au tôle de la voiture. Cela dure longtemps. Enfin, une barre de lumière apparaît, en même temps qu'un souffle d'air parce qu'ils en avaient besoin. Olivia aurait envie d'approcher ses narines pour capter l'oxygène qui lui manque tellement, mais elle résiste à la tentation. Elle avance sa main et pousse aussitôt un cri terrible. À cause d'un mouvement de la voiture, Buster vient de lâcher son tournevis et le capot est retombé. Buster se ressaisit aussitôt et l'ouvre de nouveau. Olivia dégage sa main. Elle est en sang, les doigts écrasés. Elle se met à gémir. Buster lui dit durement. « Remets ta main !»« Mais j'ai mal, je saigne !»« Remets ta main, je te dis !» Malgré sa douleur, Olivia Calhoun obéit. Elle glisse ses doigts mutilés dans l'interstice lumineux et les agite, à la limite de l'évanouissement. Olivia et Buster Calhoun n'ont évidemment aucune idée de ce qui se passe à l'extérieur, ni même de l'endroit où ils se trouvent. S'ils le savaient, évidemment, tout changerait dans leur esprit. La Chevrolet que conduit Mac est dans les faubourgs de Baltimore. Elle a dû quitter l'autoroute en raison d'une déviation provisoire pour cause de travaux. Voilà pourquoi la voiture a ralenti et pourquoi Buster a perçu ces coups de klaxon impatients qui l'ont incité à ouvrir le coffre. Sur la route, effectivement, il y a du monde. Le trafic est encore fluide, mais dense. Judith Findlay, 21 ans, est ce matin-là au volant d'une voiture école de Baltimore, à bord de laquelle elle prend sa énième leçon. Il faut dire que Judith est aussi ravissante que peu douée pour la conduite. Elle a déjà raté 3 fois son permis, au grand contentement de son moniteur, Maxie Stone, qui lui fait des avances auxquelles elle résiste d'ailleurs avec la plus grande fermeté. Judith Findlay pousse subitement un cri. « Ah, là, regardez !» Maxie Stone ne perd pas son temps à épiloguer. Il vient de voir, lui aussi, les doigts sanglants qui s'agitent dans le coffre de la vieille Chevrolet devant eux. Il crie à sa jeune élève « Accélérez !» Judith Findlay lui jette un regard d'angoisse. La Chevrolet est en train de se faufiler parmi les files de voitures avec une maestria consommée. « Mais je ne pourrai jamais, je vais m'arrêter et vous allez prendre le volant. » Le moniteur écrase la pédale d'accélérateur, qui est en double commande, comme dans tous les auto-écoles. Le véhicule fait un bond en avant et Judith se tient au volant. Non, avec cette circulation, il est impossible de s'arrêter. Nous les perdrions de vue. Allez, courage Judith, il faut les suivre. Ne vous occupez que du volant, je me charge des pédales.
Et la poursuite s'engage dans les rues encombrées de Baltimore, entre la voiture d'un malfaiteur prêt à tout et une voiture école pilotée par une des moins douées des candidates au permis de conduire. Mac n'a sans doute pas repéré son poursuivant, totalement inattendu, car il réduit sa vitesse et prit sagement la file de droite. Dans le coffre, les doigts sanglants ont disparu. La petite ouverture s'est refermée. Il n'y a plus signe de vie. Mais Judith et son moniteur Maxi ne lâchent pas leur proie. La jeune fille demande d'un ton angoissé. « Combien de temps cela va-t-il durer? Je ne pourrai pas tenir !» Son moniteur joue avec dextérité les pédales, redressant de temps à autre l'axe du volant. « Courage, Judith! Dès qu'on rencontre une voiture de police, on a gagné !» La voiture de police se présente 3 miles plus loin. Elle avance à petite vitesse, elle flâne, visiblement en patrouille d'observation. Maxi Stone lance à son élève. « Doublez-la et maintenez-vous à sa hauteur. » Avec application, la jeune fille obéit et le moniteur explique en quelques mots aux policiers au volant ce qu'ils ont vu dans la Chevrolet devant eux. La Chevrolet s'arrête brusquement. Peu après, le coffre s'ouvre. Aveuglés par la lumière, grisés par l'air, Olivia et Buster Calhoun ne réagissent pas tout de suite. C'est Olivia qui s'exprime la première. Elle dit à l'homme en uniforme qui se dresse devant elle. « Attention, il a un revolver !» L'homme a un sourire rassurant. « Il ne l'a plus maintenant. Nous l'avons remplacé par des menottes. Venez, madame, c'est fini. » Le pseudo-Mac, qui s'appelait en réalité Timothy Hunter, était en fuite après avoir tué un des membres d'une communauté hippie qu'il avait recueillie. Jugé peu après, il a été condamné à la prison à vie. Quant à Buster et Olivia Calhoun, ils ont eu du mal à oublier le terrible aventure. Ils sont pourtant retournés l'année suivante à Baltimore pour revoir et remercier Judith Finlay qui leur avait sauvé la vie. La jeune fille a été toute fière de leur faire une belle balade à bord de sa voiture toute neuve. Elle avait en effet obtenu son permis de conduire. Après l'exploit qu'elle avait réalisé, comment aurait-on pu lui refuser? Mais décidément, Judith Finlay n'était pas douée, et les Calhoun ont mis un bon moment à se remettre de cette promenade. Ils n'ont pourtant pas osé dire à leur aimable conductrice que c'était la 2e fois qu'ils avaient peur en auto.